Charles Skmore? Mais bien sûr que oui, pour qui c'est que tu me prends? De Schlafmann y croit, c'est l'élu. Und du? Ah bah moi je sais pas. Et je grette. Was? T'es sûr que personne n'y l'écoute? Was? Il faut que je raccroche. Bonjour. Ah, shit. Saviez-vous que vous pouvez bénéficier de réductions sur l'isolation? Yo, leg mir marche mit ton arnaque. C'est pas une arnaque. Regardez votre maison comme elle est vieille. Même pas vrai, on a fait l'isolation extérieure l'année dernière. Et surtout, tu rappelles pas du gros fraîche. Si, parce que j'ai ton numéro. Schlafmann, mon numéro, il a été piraté et maintenant j'ai tes potes qui m'appellent. C'est pour ça, il faut que tu trouves l'élu. Enfin, en retourne, les robots, ils reviennent. Chut. Attendez, on a des panneaux solaires aussi. Regardez toute la place disponible sur votre toit. Yo, allô? Bonjour, c'est pour une rénovation. Regardez, votre isolation est cassée. Il faut la rénover avec des subventions gratuites. Yo, was willst? Il paraît que tu l'as eu. Qui c'est qui te l'a dit? Il paraît que t'as fait un logiciel pour qu'on est tranquille sur les internets. Tiens. Et comment que ça s'appelle? Inconnu. Inconnu, c'est un service qui efface tes traces sur les internets pour éviter les publicités ciblées, le phishing ciblé avec des infos perso qui ont fuité pour éviter que ta môme croit que c'est la banque qui appelle, et aussi juste pour éviter les grosses entreprises, elles ont des informations sur toi. Donc si toi aussi tu veux Inconnu, il faut que tu cliques sur le lien qui est dans la description ou que tu utilises le code AstronoGeek et comme ça t'as une grosse réduction sur ton abonnement. Et comme ça toi aussi tu pourras faire des fuck aux robots. C'est dommage, ils étaient vraiment jolis nos panneaux solaires. La vidéo d'aujourd'hui a été écrite par Franck Dunat. 1948. Dans la chaleur étouffante du désert des Mojaves en Californie, deux géologues parcourent les derniers mètres qui les séparent de leur objectif de la journée. Racetrack Playa, un lac asséché d'environ 12 km² dont ils souhaitent étudier la géologie locale. Dans ce paysage presque lunaire, pas ou peu d'activité. Les conditions climatiques rendent toute vie quasiment impossible. La température avoisine les 50 degrés et les deux hommes s'attendent à un sol principalement composé d'argile, de limon et de sable fin. Ils imaginent une immense étendue vide, craquelée par la sécheresse et, au mieux, quelques oiseaux. Alors qu'ils terminent leur ascension, le paysage de ce que l'on appelle la vallée de la mort s'ouvre devant eux. Et là, c'est l'étonnement. Car devant eux sont dessinées de gigantesques lignes droites dont l'extrémité se termine par des rochers. D'énormes blocs pesant jusqu'à 200 kg qui ont été déplacés sur des centaines de mètres, créant ainsi ces figures rectilignes sur le sol du désert. Mais là n'est pas le plus étonnant, car après une observation minutieuse des environs, les deux scientifiques sont formels. Il n'y a ici aucune trace d'une quelconque activité humaine. Pas de traces de pas, ni de véhicules. Les rochers semblent avoir bougé, tout seuls. Les deux hommes, intrigués par cette découverte imprévue, se posent alors une question qui restera sans réponse pendant des décennies. Qui a bien pu réaliser ces dessins? Une question qui mérite d'être posée lorsqu'on sait que quelques mois auparavant, à quelques kilomètres d'ici, éclatait un fait divers qui pourrait bien donner un éclairage à ces étranges lignes droites, l'affaire Roswell. 66 ans. Voilà le temps qu'il aura fallu pour venir à bout de ce mystère que nos deux géologues avaient sous les yeux en cette belle journée de 1948. Et vous allez le voir, le long cheminement qui a mené à une explication définitive est pour le moins révélatrice de ce qu'est la démarche scientifique. Les plus rapides en calcul mental l'auront compris, c'est donc en 2014 que deux chercheurs du nom de Richard et James Norris ont mis un point final à cette énigme qu'on a vite appelée les pierres mouvantes de la vallée de la mort, lorsqu'ils ont publié le 27 août une étude intitulée « Parc national de la vallée de la mort, première observation de pierres en mouvement ». Alors, comment en est-on arrivé là? Dans un premier temps, évidemment, l'hypothèse extraterrestre a donc été envisagée. Et j'ai presque envie de dire normal, vu les circonstances de la découverte. Un endroit inaccessible par la route, particulièrement inhospitalier, d'étranges traces géométriques au sol, des roches massives qui avancent toutes seules, aucune trace humaine ni animale, et des rumeurs du crash d'un ovni dans un état voisin. L'explication est toute trouvée, non?
On imagine bien qu'avant de considérer cette explication, les géologues Jim McAllister et Allen Agnew, à l'origine de cette découverte en 1948, ont préféré étudier des solutions moins coûteuses en hypothèse. Rasoir d'Occam, tout ça. C'est ainsi qu'ils ont tous deux entrepris de cartographier les lieux et documenter leurs observations en publiant un rapport dans le Geological Society of America Bulletin de cette même année. À partir de là, comme le veut la méthode, de nombreux scientifiques se sont emparés de la découverte et ont proposé leur explication du phénomène. Et très vite, c'est la responsabilité des vents dans cette région qui est envisagée. En effet, nous sommes en montagne, à 1200 mètres d'altitude, et certaines rafales, renforcées par la disposition des sommets alentours, peuvent atteindre les 145 km/h. Seulement voilà, je sais pas si vous avez déjà essayé de faire avancer un rocher de 200 kg en soufflant dessus, mais les scientifiques de l'époque, eux, se sont rapidement dit qu'il y avait certainement autre chose à envisager pour expliquer le mystère. D'une part parce que la force engendrée par le vent est loin d'être suffisante, mais aussi et surtout parce que, quand bien même, ça n'expliquerait pas pourquoi on n'a jamais observé ce phénomène ailleurs sur la planète. C'est en substance ce qu'écrit un autre géologue, George M. Stanley, dans un article publié 7 ans plus tard, et dans lequel il admet n'avoir aucune preuve que les pierres, poussées librement par le vent, aient pu créer ces traces. Non, décidément, l'hypothèse des tempêtes ne tient pas la route. Les ufologues se frottent donc les mains et en concluent que leur explication extraterrestre s'en trouve renforcée. Sauf que non. Une hypothèse est renforcée si elle résiste à sa mise à l'épreuve par l'expérience. Mais c'est pas le cas ici. La seule explication testée étant celle des rafales de vent. Pas l'hypothèse extraterrestre. Les années passent et avec elles, des dizaines et des dizaines de nouvelles personnes intéressées. Les pierres mouvantes de la vallée de la mort deviennent peu à peu un phénomène aussi connu qu'inexpliqué, d'autant qu'avec le nombre croissant d'observations, le mystère semble s'épaissir. Les rochers bougent à la même vitesse, mais pas toujours dans la même direction. Certains vont jusqu'à faire un angle droit. Parfois même, certains d'entre eux font un tour complet pour se retrouver dans leur position initiale. Et si beaucoup de curieux se penchent sur leur étude, jamais personne ne fut témoin de leur mouvement en temps réel. C'est là qu'entrent en jeu deux scientifiques dans les années 70, Bob Sharp et Dwight Carey. Pour avoir une vision plus précise des différents mouvements, ils entament un long programme d'un peu moins de 10 ans, pendant lequel ils vont marquer une trentaine de roches en leur attribuant un nom au passage. Parmi elles, Mary-Ann, la pierre de référence, Nancy, la benjamine du groupe avec un diamètre de 6,5 cm seulement, et enfin la Mama, la roche la plus massive, appelée Karen, un énorme bloc de 74 cm de long, estimé à près de 320 kg. À la fin du programme, 28 d'entre elles avaient bougé, mais de façon inégale. Car alors qu'elle avait une traînée de près de 800 mètres derrière elle au début de l'expérience, aucun déplacement ne fut relevé pour Karen. En revanche, Nancy a parcouru la distance de 260 mètres, tandis que Mary-Ann n'en fit que 65. Évidemment, là encore, personne ne fut témoin de ces mouvements, faisant dire aux ufologues qu'il y avait là une volonté de cacher les mouvements aux êtres humains qui tentaient de les mesurer. Mais si cette longue étude n'a pas pu expliquer l'origine de ces mouvements, elle a pourtant mis en lumière un aspect qui s'avérera déterminant pour l'explication finale de Richard et James Norris près de 40 ans après ce programme. En effet, les pierres mouvantes de la vallée de la mort semblaient ne bouger qu'en hiver. C'est donc très logiquement que les scientifiques échafaudent des théories incluant les basses températures comme facteur explicatif. En hiver donc, certaines pierres pourraient se voir entourées d'une fine pellicule de glace, l'ensemble pourrait dériver par l'action du vent, les forces de frottement étant considérablement réduites par la glace. Cette tentative d'explication fut testée par cette même équipe encadrée par Bob Sharp et Dwight Carey pendant leur phase d'observation. Leur idée est simple, encadrer ces pierres emprisonnées dans la glace dans une sorte d'enclos, les empêchant ainsi de s'échapper du périmètre. Seulement voilà, à leur retour quelques mois plus tard, ils constatent que certaines pierres se sont échappées de l'enclos. Quelqu'un ou quelque chose les en a fait sortir. Conclusion, les scientifiques invalident cette théorie de l'iceberg mouvant, tandis que les ufologues, continuent dans leur coin de crier aux extraterrestres. Le temps passe et le mystère reste entier. Mais en 1994, coup de théâtre. Les équipes sur place, en charge de l'étude des pierres mouvantes, font une découverte surprenante. Karen, la plus grosse roche étudiée depuis des années, celle-là même qui pèse près de 320 kg, a disparu.
Paula Messina, une géologue particulièrement active dans la tentative de résolution de ce que l'on appelle maintenant l'un des plus grands mystères du siècle, s'est depuis quelques années attelée à répertorier pas moins de 162 roches en plus de celles déjà repérées. Et c'est en relevant les trajectoires qu'elle constata l'absence de carène. Elle poursuit alors ses recherches, et ce n'est que 2 ans plus tard qu'on retrouve le rocher à plusieurs kilomètres de là, dans un autre canyon. Cette fois, les doutes ne sont plus possibles pour les ufologues. La pierre a été transportée d'un canyon à l'autre pour une raison inconnue. Côté scientifique, toujours la même prudence. On ne sait pas. Et on continue donc les recherches. Pour autant, le mystère semble prendre de l'ampleur à mesure que les études se déroulent. On découvre par exemple que la surface du lac n'est pas plane, comme on l'a longtemps pensé, mais qu'elle est légèrement inclinée. Autrement dit, en plus d'avancer tout seul, il semble que ces immenses rochers remontent une pente. Des déplacements dont on sait maintenant qu'ils n'ont lieu qu'à peu près une fois tous les 2 ans, pendant quelques minutes seulement. Ce qui rend évidemment compliqué leur observation. C'est en 1995 qu'un géologue américain du nom de John B. Reed décide de frapper fort et d'apporter sa pierre à l'édifice. Sa pierre, vous l'avez ? Surtout, abonnez-vous pour toujours plus de blagues de daron, hein. Bref, en ce milieu des années 90, il est déjà un géologue accompli et reconnu dans le monde entier depuis de nombreuses années. Il a obtenu son doctorat en 1972 et enseigne depuis au Hampshire College. C'est un homme de terrain qui a contribué à des domaines aussi variés que la géomorphologie fluviale ou l'archéologie géochimique. Et donc, autant le dire, lorsqu'il décide de s'attaquer au mystère des pierres mouvantes de la vallée de la mort, c'est dans l'unique but de le résoudre définitivement. Pour cela, il réunit une équipe de 6 géologues et reprend tout à zéro, car pour lui, quelque chose ne colle pas. Il semble trop improbable qu'on note une telle corrélation du mouvement des pierres avec l'hiver pour que le lien avec la glace ne soit pas valide. Alors il retourne sur place, pour faire des prélèvements, mesurer, étudier, et à partir d'expériences réalisées sur des surfaces humides, il calcule le coefficient de frottement effectif des pierres. Sa valeur de 0,8 est relativement élevée, en tout cas suffisamment grande pour pouvoir invalider définitivement l'hypothèse du vent seul. Les mathématiques sont claires. Pour une roche d'environ 20 kg de forme cubique, un tel coefficient de frottement nécessiterait des vents de 290 km/h pour espérer pouvoir déplacer ces blocs de pierre. Et là, on ne parle que de blocs de 20 kg. On rappelle que la Mama carène est un beau bébé de 320 kg. Ok, dont acte. Si les vents peuvent éventuellement contribuer, il faut un autre facteur. C'est là que John Reed repense à l'hypothèse initiale proposée par Stanley en 1955, les plaques de glace. Et c'est en cette fin d'année 1995 qu'enfin, il établit le lien avec celle-ci. Son équipe identifie sur le terrain des bandes rayées au sol qui ne peuvent s'expliquer que par la présence de minces couches de glace mobiles. La recherche avance. On est à la fin du XXe siècle, le mystère des pierres mouvantes de la vallée de la mort tient en haleine les scientifiques depuis presque 50 ans, et on est désormais persuadé que ces dessins sont le fruit d'une conjonction de forts épisodes de vent et de plaques de glace. Pendant ce temps, dans les revues mystiques, on attribue ces lignes à ce que l'on appelle des midim, des manifestations interdimensionnelles. Et on affirme sans trop se préoccuper des preuves qu'un peuple venu d'ailleurs laisse volontairement ces énigmes aux humains parce que... Plus sérieusement, la communauté scientifique utilise ces nouvelles données pour formuler de nouvelles idées. Don G. Easterbrook, professeur émérite de géologie à l'université de Washington-Ouest, propose dans son ouvrage Surface Processes and Landforms une explication des pierres qui changent brutalement de direction, parfois même à angle droit. Selon lui, il serait tout à fait possible que la glace fondant, certains morceaux se détachent, modifiant alors le centre de gravité du bloc et provoquant ainsi une déviation. Mais c'est en 2011 que l'explication définitive est proposée. Et tenez-vous bien, il s'agissait en fait depuis le début d'une intervention extraterrestre. Non, je déconne. On le savait depuis plusieurs années, le vent et le gel. Mais on ignorait comment. L'étude en question explique que les déplacements sont en fait dus à d'incroyables synchronismes entre plusieurs éléments. Tout d'abord, un fort épisode de pluie inonde le lac. Enfin, à l'échelle de quelques dizaines de centimètres de profondeur tout au plus. L'important dans l'histoire est que les pierres émergent de l'eau.
Puis, immédiatement après, un épisode de froid vient geler le lac, mais pas entièrement. Seule sa surface gèle. De cette manière, les roches sont prises dans la glace, mais de l'eau liquide se trouve toujours en dessous. Ensuite, un nouveau redout génère de nouvelles pluies, tout en faisant fondre la surface du lac, mais pas trop. De fait, celui-ci se retrouve alors recouvert de grandes plaques de glace qui peuvent bouger les unes par rapport aux autres, un peu comme la calotte glaciaire des pôles quand elles fond. Et ce nouvel apport en pluie va faire monter le niveau de l'eau. Les plaques de glace montent donc et les pierres prises dedans avec elles, et ce jusqu'à seulement effleurer le sol, limitant ainsi au maximum leur friction avec celui-ci. Et là, il ne reste plus qu'à ajouter un épisode de vent fort qui va pousser les plaques de glace à la surface du lac, ces plaques étant suffisamment grandes et prenant suffisamment le vent pour embarquer les pierres avec elles. Plus tard, lorsque la température remonte, la couche de glace qui entoure les pierres fond et la roche s'enfonce à nouveau dans la boue qui se solidifie ensuite avec la remontée des températures. Ni vu, ni connu. Ok, le scénar est plutôt compliqué. Et pourtant, comme d'habitude dans le monde de la science, cette hypothèse fut mise à rude épreuve, mais aucun chercheur ne put la mettre en défaut. Il semblait donc qu'on approchait du but, mais avant ça, il manquait une dernière avancée. La dernière touche avant la validation définitive. Le Graal de tout scientifique. La confirmation par une observation. C'est ainsi qu'à partir de 2012, une équipe s'empare de cet objectif. Elle est composée d'un biologiste nommé Richard Norris, son ingénieur de cousin nommé lui aussi Norris, mais Jim de son prénom, et enfin Ralph Lawrence, un scientifique spécialisé en planétologie qui travaillait depuis 2007 sur le sujet. Leur plan d'attaque repose sur la pose de capteurs GPS fixés sur des pierres. Un géopositionnement par satellite qui permettrait de mettre en évidence le phénomène, mais seulement si toutes les conditions se réunissent. Et quand on connaît les conditions en question, on se dit qu'il faudra attendre longtemps. C'était d'ailleurs l'avis de Ralph Lawrence lui-même qui a dit par la suite « Je pensais que ça allait être l'expérience la plus ennuyeuse de l'histoire des sciences ». Et de fait, ils ont attendu. Et attendu. Et attendu. Jusqu'à ce jour de décembre 2013. Oh, rien de bien important, hein, une simple visite de routine pour les cousins Norris. Mais, lorsqu'ils arrivent à Racetrack Playa, ils voient la surface du sol briller comme un miroir. Les jours précédents, de fortes pluies ont recouvert la surface et les températures chutant dans les heures qui ont suivi, toute cette eau s'est figée en glace. Les deux scientifiques n'osent l'espérer. Si un redout venait dans les jours à venir, alors toutes les conditions seraient réunies pour observer en direct le fameux déplacement des roches de la vallée de la mort. On imagine alors l'excitation de toute l'équipe lorsque 3 jours plus tard, le 21 décembre 2013, les rayons du soleil percent la couche de glace par endroits. Dans la matinée, celle-ci commence comme prévu à craqueler et vers midi, de grandes plaques de plusieurs dizaines de mètres sont libres de dériver sur un lac à présent dégelé. Et, à cet instant précis, comme pour féliciter le monde de la recherche pour ses 60 ans de travaux acharnés, le vent se lève. Et là, devant les yeux ébahis des 3 chercheurs, les pierres de la vallée de la mort, ces roches si mystérieuses qu'ils étudiaient depuis presque 5 ans pour Ralph Lawrence, ces rochers de plusieurs dizaines de kilos, se mettent en mouvement. Évidemment, le phénomène est photographié par les cousins Norris. Ce que vous voyez là est un time-lapse de 25 minutes. Vous pouvez voir d'une part l'eau libre et de l'autre les plaques de glace dans lesquelles sont prises les pierres. Les données GPS recueillies par la suite permettront la rédaction du fameux article de 2014, co-signé par les deux cousins, Ralph Lawrence, mais aussi Brian Jackson et Jim Ray, qui avaient travaillé auparavant avec Lawrence à la fin des années 2000. L'article est publié dans la revue PLOS ONE et s'intitule « Pierres mouvantes sur la Racetrack Playa, parc national de la vallée de la mort, première observation de pierres en mouvement ». Dans cet article, et les entrevues qui ont suivi, Ralph Lawrence explique à quel point cet événement est exceptionnel. Il aurait lieu, selon lui, durant quelques minutes seulement tous les 2 ans. Une rareté qui s'explique facilement par les conditions particulièrement précises et contraignantes qu'il nécessite. Une tempête de neige ou un épisode de pluie, suivi impérativement d'une nuit glaciale et un redout accompagné de vent. En parallèle, le phénomène est intégralement expliqué. Si certaines pierres bougent et pas d'autres, c'est simplement qu'en fonction du niveau du lac, certaines sont prises dans la glace tandis que les plus petites restent simplement sous l'eau.
Si lors de l'épisode de glace le niveau de l'eau est plus bas, seules les petites peuvent bouger là où les plus grosses sont trop lourdes pour une glace trop fine, et restent immobiles. Et les plaques de glace ayant des formes et des centres de gravité aléatoires, elles peuvent être amenées à pivoter sur elles-mêmes, impliquant que les pierres qui y sont prisonnières aient des trajectoires étranges. Ainsi, s'achève la longue quête de l'explication des pierres mouvantes de la vallée de la mort, par le point final d'une équipe qui se veut le dernier maillon d'une chaîne explicative qui a duré plusieurs décennies, de la première observation en 1948 à sa résolution en 2014. Un bel exemple de la démarche scientifique qui certes prend parfois l'escalier pour gravir les étages de la connaissance, mais qui au moins connaît le prix de ses efforts. Parallèlement, les explications simplistes à base d'ovnis prennent un ascenseur qui, il faut bien le dire, est en panne la plupart du temps. Aujourd'hui encore, on trouve des sites internet ou d'obscurs blogs complotistes qui témoignent du caractère ésotérique du mouvement des roches de Racetrack Playa. Et même si l'explication rationnelle a été apportée depuis maintenant une dizaine d'années, de nombreux habitants des villes environnantes organisent des expéditions pour piller le lac de ces pierres, qui sont d'après eux dotées d'une énergie magique, puisqu'elles bougent toutes seules. Et lorsqu'on leur fera remarquer qu'ils ont tort et que le mystère n'en est plus un, ils vous rétorqueront leur sempiternel « De toute façon, toi le rationnel de service, tu ne laisses vraiment aucune place au rêve ». À cela, je leur répondrai deux choses. La première, c'est qu'en termes de rêve et de fascination, il me semble qu'on a largement de quoi s'émerveiller quand on suit les aventures de toutes ces personnes qui ont affronté ce mystère durant ces 6 décennies. Qu'on a suffisamment de matière pour s'en faire une véritable série, qui voit se succéder des géologues, des biologistes et toutes sortes de scientifiques sur plusieurs générations. Que c'est en tentant de se réfuter les uns les autres et non en restant arc-boutés sur une simple explication extraterrestre invérifiable que la connaissance a progressé. Que cette méthode qu'on appelle la science nous offre de belles histoires à raconter, et qu'il est là le vrai émerveillement. Quant à la deuxième chose que je leur répondrai, c'est simplement de lever les yeux au ciel et d'être astronogeek. Alors voyeur.